Ok, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, oui, je vais vous présenter un nouveau produit de chez Microsoft. Donc Microsoft Fabric, on va essayer de rester dans les grandes lignes, hein. On va pas être trop technique, c'est pas le but. Le but c'est de vous montrer, donc, c'est un nouveau produit qui est en cours de d'ouverture chez Microsoft. Les premières briques sont arrivées au mois de mai de mémoire. Le produit va continuer d'évoluer jusqu'au Q1, voire Q2 2024. Donc il y a des choses qu'on va voir aujourd'hui qui sont en fait en preview, qui ne sont pas encore vraiment accessibles dans le produit en lui-même. Mais bon, c'est ce que Microsoft annonce, et si s'ils font vraiment ce qui est annoncé, ça peut faire une belle chose au final. Donc voilà, donc on va essayer. Alors, est-ce que ça va marcher ça? Toc, ouais. Donc, le sommaire d'aujourd'hui, donc je vais faire un petit rappel en fait des différentes architectures existantes et futures. Donc en fait aujourd'hui on est sur du data warehouse et comment est-ce qu'on a évolué jusqu'au terme lakehouse. Donc je vais vous expliquer un petit peu les grands principes, hein. On va rester vraiment et puis surtout n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Ensuite, une fois qu'on aura vu euh, les différentes architectures donc existantes au niveau des systèmes d'information, un petit teaser Microsoft donc sur Microsoft Fabric. Pour ceux qui sont à distance, normalement le son devrait fonctionner, j'espère. Sinon, et puis ici malheureusement on n'a pas de son dans la salle, donc on aura la vidéo, c'est tout. Ensuite, on va continuer donc avec les différents. Donc en fait, le Microsoft Fabric se base sur Azure. Donc on va regarder un petit peu les différentes, ce qu'on appelle charges de travail, des workloads, qui sont en fait les différentes briques disponibles dans Microsoft Fabric. Donc on va présenter les différentes briques, les principaux changements par rapport aux produits d'aujourd'hui, qui sont donc présents dans Microsoft Fabric. Comment est-ce qu'on peut ingérer de la donnée dans Fabric, euh, passer d'un data lake, donc l'architecture big data, vers un data warehouse et un lakehouse. Donc là, on va voir les différents thèmes, vous inquiétez pas. Et ensuite, le composant, un des gros composants principaux de Microsoft Fabric, donc qui est Power BI, hein, qui existe déjà comme produit, mais là qui est intégré à toute la solution Fabric. Euh, au sein de quelles sont les différentes fonctionnalités possibles? Et j'ai oublié de le mettre dans le sommaire. Ensuite, un petit teaser donc sur l'intelligence artificielle intégrée aussi dans Fabric, qui aujourd'hui est en preview, mais devrait être quelque chose de sympa si ça se présente comme c'est annoncé. Voilà, donc les différents schémas. Donc en fait, au cours des différentes années, donc on avait donc le data warehouse qui est sorti dans les années 80-90, qui est le modèle de données encore le plus courant chez les différents clients, hein. On va voir ensuite le schéma. Suite au data warehouse, avec le problème de volumétrie de données décisionnelles, on est passé donc au niveau du data lake. Les premiers schémas sont arrivés aux alentours des années 2010-2011. Et depuis 2020, on voit arriver donc la notion de lakehouse. Donc on va regarder un petit peu les différences entre ces différents modèles. Donc, au niveau du data warehouse, voilà ce que c'est en fait. Donc, c'est vraiment un schéma relativement simple. On se base donc sur de la donnée structurée, donc des fichiers texte, mais des tables. Grosso modo, c'est que des données sous forme de tables qui sont ingérées. Donc, on va chercher à différents endroits de l'entreprise ou à l'extérieur différentes données, donc les données RH, les données commerciales ou des données externes. On utilise un ETL donc au niveau des produits disponibles, ça c'est Informatica, c'est SSIS, etc. Pour ces époques-là. On insère le tout et on mixe le tout et on le stocke donc dans des bases de données cibles qui sont donc des data marts à destination des différents métiers. Et les différents métiers peuvent faire soit de la recherche de données via de la business intelligence,
avec de l'exploration de données ou du reporting avec de l'envoi automatique de rapports ou de la génération automatique de rapports. Donc ça, c'est vraiment le schéma basique de l'ETL, enfin de la business intelligence comme on la voit le plus souvent encore aujourd'hui. Donc dans les années 2010 est arrivée donc la notion de data lake. Alors un data lake, pourquoi? Parce qu'en fait on a été confronté à des données structurées, mais aussi non structurées, donc besoin de récupérer des images, des vidéos, de pouvoir les stocker facilement, des commentaires sur internet, et cetera. Et donc en fait un data lake, bah, vous imaginez un peu, un gros dossier sur votre ordinateur et où vous pouvez stocker donc des fichiers, des images, des vidéos, et plein de choses et ce dossier peut être même sur plusieurs ordinateurs pour pouvoir stocker vraiment un énorme volume de données. Donc c'est vraiment, une structure, pour, la gestion de grosses volumétries. Et ensuite, donc on sauvegarde sous forme de fichiers et ensuite on peut travailler éventuellement des fichiers qui sont déjà structurés via un ETL, donc là comme on voit en bas, pour le stocker donc dans des data marts ou dans des bases de données en temps réel et faire comme on faisait dans l'autre, donc dans le schéma précédent, de l'exploration de données ou du reporting. Mais on peut aussi, grâce à ces données non structurées et aux différentes évolutions que propose le data lake, de faire de la préparation et de la validation de données, donc principalement avec du Spark et avec tous les langages donc big data, pour ensuite s'orienter vers du machine learning ou de la data science, donc avec des modèles prédictifs, etc. Donc là, on est vraiment sur des métiers très spécifiques, mais cette architecture permet de s'orienter vers ce type de besoin. Et donc depuis les années 2020, on voit la notion de lakehouse qui en fait a été un but de simplification. Et en fait de se dire, bah voilà, on a des données structurées et non structurées. On va les stocker dans un data lake, mais on va avoir une surcouche au-dessus qui va permettre de directement, pour les fichiers structurés, les interroger et se baser directement dessus. Donc on s'affranchit de différentes couches et on peut directement, via un data lake, faire de la BI, faire de l'analyse de données en continu, du machine learning avec les différentes choses. Donc en fait, c'est vraiment un regroupement et une simplification des deux schémas précédents. Donc ce qui permet d'interroger directement des fichiers comme si c'était des tables, mais c'est stocké sous forme de fichiers, donc ça peut être beaucoup plus gros. Et on garde aussi comment dire? La flexibilité, pour les données non structurées comme le son, l'audio, les images et cetera. Voilà donc pour les différentes structures donc qui peuvent exister et les différentes architectures de données. Heu, donc pourquoi en fait donc Microsoft Fabric va se baser sur un lakehouse, et en fait, comment est-ce qu'on est passé d'un data lake? En fait, Microsoft Fabric va proposer un data warehouse et un lakehouse qui, vont s'orienter vers différents, on aura une même source, mais plusieurs utilisateurs, cibles. C'est-à-dire que vous allez vous baser sur l'ancienne architecture, enfin, ça va se présenter comme l'ancienne architecture pour les administrateurs de bases de données ou les développeurs SQL. Donc, pour écrire en SQL dans la base, vous allez pouvoir, par contre, le stockage va être sous forme de fichier, mais vous allez le visualiser sous forme de table comme un développeur SQL sait le faire aujourd'hui. Et avec cette visualisation lakehouse, donc c'est vraiment une visualisation, pour les data scientists ou les data engineers, là, vous avez toujours un stockage sous forme de fichier. Par contre, au niveau de la lecture, vous allez pouvoir utiliser du Spark et vous allez par contre, écrire en Spark dans votre source de données. Donc en fait, vous pouvez vous adresser à différentes populations d'utilisateurs tout en ayant une même source et un même stockage. Donc on en arrive maintenant un petit peu à Fabric. Donc là, c'était vraiment les grands principes. On va en arriver à Fabric. Donc, alors je suis désolé pour ici, on n'a pas le son, mais voilà donc la visualisation de ce que nous propose Fabric.
Donc voilà la présentation fabrique donc de Microsoft, leur petit teaser. Donc on voit en fait qu'ils présentent donc leur grand principe qui est donc toutes les données sont stockées à un même endroit, donc dans ce qu'ils appellent One Lake. Et donc tout ça est donc géré sous Azure, donc sous forme de SaaS, donc Software as a Service. Donc on est vraiment sur du cloud. Et on voit donc les différentes charges de travail, donc les différents workloads. On va les analyser juste après, qui sont associés à Fabric. Alors il y en a même un nouveau encore qui vient d'arriver. Mais grosso modo, donc on a le Data Factory, on a donc Synapse Data Engineering, on va voir après à quoi il sert, donc le Synapse Workhousing, la data science, donc pour l'intelligence artificielle, l'analyse en temps réel et la grosse brique Power BI qui permet de faire le reporting. Voilà, donc les différentes charges de travail. Donc en fait, donc la première Data Factory, donc en gros c'est un ETL hein, en low code, ça va vous permettre donc d'ingérer de la donnée très facilement dans votre OneLake à partir de différentes sources, que ce soit des sources Azure, des sources de bases de données, des fichiers, etc. Il y a, je crois, plus de 150 connecteurs différents, faciles à utiliser. Ensuite, donc, le Synapse Data Engineering, la deuxième brique, donc, qui permet, elle, d'effectuer de la transformation de grands volumes de données via du langage SQL. C'est vraiment de la transformation. Le Synapse Data Warehouse, qui est donc qui permet donc du calcul et du stockage de données au format SQL. Donc là, on se retrouve vraiment sur l'ancien type d'architecture, donc vraiment au niveau d'un data warehouse. La data science, donc là, qui commence vraiment à arriver en force, donc qui permet de créer et de déployer des modèles de machine learning, hein. Donc on est vraiment sur des modèles d'apprentissage pour l'intelligence artificielle. Le real-time analytics, donc ça, c'est en fait, aujourd'hui, maintenant, on reçoit aussi beaucoup de données en temps réel, que ce soit par les objets connectés, les différents sites web, etc. Mais donc, c'est vraiment des très gros volumes de données. Donc, ce module-là va permettre d'analyser la donnée vraiment en temps réel sur des gros volumes de données. Et donc, la grosse brique derrière de reporting, donc Power BI, qui va permettre donc de faire donc tous les rapports, mais en se basant sur le One Lake. Et enfin, il y a une nouvelle brique alors, qui apparaissait pas dans le slide précédent, qui s'appelle Data Activator, qui est aujourd'hui en preview. Et en fait, on va pouvoir paramétrer des actions à effectuer en fonction de différents patterns ou différentes conditions qui seraient détectées dans nos données. Et automatiser en fait différentes actions très visuellement. Alors à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est en preview, j'ai pas eu le temps de le tester. Donc on va pas forcément s'attarder sur des choses euh, qui sont pas encore totalement sèches. Donc les principaux changements par rapport à avant, en fait, par rapport aux différents produits qui existent aujourd'hui dans Azure, c'est qu'aujourd'hui on est donc centralisé sur le One Lake, hein, on l'a bien vu donc au niveau centralisé, au niveau global du premier slide. Donc pour les connaisseurs d'Azure, donc c'est le Data Lake Storage, hein, on est à peu près sur le même produit, mais relié vraiment à toutes les charges de travail qu'on a pu voir avant. Donc on peut gérer l'approvisionnement de comptes de stockage, on peut configurer des points de terminaison, la copie de données entre les différents moteurs de calcul. On peut aussi dans OneLake directement gérer la sécurité d'un point de vue centralisé. Et grosso modo, OneLake, vous pouvez l'imaginer comme un gros OneDrive sur lequel vous stockez en fait toutes vos données, donc que ce soit structuré ou non structuré, mais que en plus derrière vous pouvez interroger pour faire du reporting à grande échelle. Donc voilà
les principaux changements. Ensuite, donc, alors au niveau de la donnée, donc là c'est un peu plus technique. Donc OneLake stocke la donnée au format delta, ce qui permet de l'interroger de différentes manières euh, pour le reporting, mais aussi pour la gestion de l'intelligence artificielle avec les modèles prédictifs. Donc la gestion des charges de travail, donc ça maintenant tout est intégré dans Fabric, on n'a pas plusieurs softwares qui seraient connectés les uns aux autres, on est vraiment dans une seule et unique, un seul et unique logiciel en fait à mettre en place. Et la gestion donc de Lakehouse, donc comme on l'a vu tout à l'heure, qui est donc le merge en fait entre le data warehouse et le data lake, et qui permet donc beaucoup de choses d'un point de vue beaucoup plus simple. Fabric, alors on va voir un petit peu l'ingestion de données dans Fabric. Donc il y a trois principales fonctionnalités. On va dire donc c'est via des pipelines. Donc c'est grosso modo c'est très visuel, hein. Donc ça permet à quelqu'un qui ne sait pas forcément coder de créer une intégration de données, donc d'aller lire un fichier et de l'envoyer vers une cible en question. Euh, donc ça permet vraiment de faire d'être très simple. Mais par contre, malheureusement, plus on est simple, moins on a de possibilités de transformation un peu plus complexes. Et tout va donc toujours dans OneLake au niveau du stockage. Euh, Ensuite, on a ce qu'ils appellent le Dataflow Gen 2, donc qui est aussi une interface très visuelle pour des transformations aussi relativement simples. Ce modèle sera surtout utilisé dans Power BI directement. En fait, on se base sur du Power Query. Voilà, donc ça peut être. C'est un petit peu plus évolué que les pipelines et ça permet différentes comment dire, transformations de données. Pardon. Et enfin, donc le modèle le plus complexe, mais donc qui nécessite de coder, mais par contre qui permet de faire énormément de choses, c'est donc de coder aujourd'hui maintenant en Spark, en PySpark exactement, pour intégrer de la donnée, donc via des notebooks, etc. Donc là, on peut vraiment transformer de la donnée très précisément et à très grande échelle. Voilà donc pour les différents chargements de données. Alors dans Power BI, là j'ai quelques. En fait, on a plusieurs briques Power BI. Donc on a l'intégration de données qu'on vient de voir, donc avec le Dataflow Gen 2. Donc en gros, qui permet dans Power BI directement d'intégrer de la donnée ou d'interroger de la donnée. Ça permet donc pour un développeur Power BI pur de ne pas du tout avoir besoin de l'IT pour intégrer de la donnée dans OneLake. Il peut le faire de lui-même très facilement et très visuellement en fait. La deuxième brique intéressante dans Power BI, dans Fabric, aujourd'hui, donc c'est le requêtage de données, qui est aussi pareil fait pour les utilisateurs Power BI et les développeurs Power BI, donc qui font uniquement éventuellement du SQL ou sinon du Visual Query. Donc pareil, on peut visualiser sa donnée en elle-même en reliant en fait ces différentes sources de données sans que vous ayez besoin de compétences techniques au niveau codage. Euh, donc pour un développeur Power BI pur, en fait la personne n'est pas perdue et retrouve vraiment toutes ses billes dans ces différents modules en fait. Voilà, donc je ne sais pas si vous n'hésitez pas à m'interrompre, j'entends personne, donc n'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y a quoi que ce soit comme question. Alors ensuite, donc, dans Power BI, il est possible aussi maintenant de modéliser la donnée, donc par la même interface que précédemment. Donc en fait, c'est quand on publie dans un lakehouse dans Fabric, ça génère automatiquement en fait ce qu'on appelle un point de terminaison SQL, donc qui permet, comme tout à l'heure, de faire donc du visual query avec des vues, des requêtes, donc très visuellement. Donc on est très proche dans le slide précédent des data marts Power BI. Et aujourd'hui, là, donc, dans la modélisation, donc pareil avec ce même point de terminaison SQL appelé dans Fabric, on se retrouve comme dans Power BI en version desktop. Et on peut créer des jeux de données Power BI
derrière pour ensuite, pouvoir générer des rapports et donc modéliser ces données et les relier ces différentes tables entre elles, entre les différents faits, les différentes, dimensions qu'on peut avoir dans un modèle de décisionnel. Donc la visualisation des données donc vous permet, via, Visual Query dans Power BI toujours de visualiser vos jeux de données sans avoir besoin de grosses compétences, en SQL ou en IT. Oh là, j'ai touché au câble. Et derrière, ce jeu de données va vous permettre de créer des rapports, donc avec des graphiques et cetera pour vos différents utilisateurs finaux. Alors la grosse, nouveauté, là on est alors c'est un peu plus technique on va dire, donc j'espère que je vais pas vous perdre, n'hésitez pas. Aujourd'hui, dans Power BI, on a 2 possibilités d'interroger la donnée. Donc en fait aujourd'hui dans, Power BI, soit on interroge la donnée via le mode import. Donc le mode import, c'est que tous les jours, à différentes heures, souvent la nuit, dans mes cas, vous allez chercher la donnée dans la source, vous la récupérez, vous la stockez côté Power BI et vos rapports vont se baser sur cette donnée. Alors, l'avantage, c'est que vous n'interrogez pas votre source, donc votre source est libre, mais par contre, votre donnée n'est pas la plus fraîche possible. On n'est pas sur du temps réel, on est sur du J-1, comme souvent, parce que vos données ont été copiées les différentes nuits. Si vous avez besoin de données en temps réel, Power BI permet aussi de faire la solution qui est au-dessus en violet, le Direct Query. Le Direct Query, donc, effectivement, vous allez avoir comment dire? Une fraîcheur de données, vu que vous interrogez directement votre source, donc si la source est mise à jour, vous avez votre information. Par contre, vous êtes limité au niveau de la rapidité par rapport à la rapidité de votre source. Et donc c'est on en arrive à une autre problématique donc de performance principalement. Et donc la grosse nouveauté de Fabric, c'est de mettre, à disposition donc ce qu'ils appellent Direct Lake qui va permettre alors ça c'est grâce au alors on va passer sur la technique, mais grâce aux fichiers parquets, donc qui sont c'est le format de stockage, dans OneLake, permet en fait de combiner les 2. C'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir une rapidité, comme pour le mode import, mais une fraîcheur comme le mode direct query. Donc vous allez vraiment, pouvoir interroger votre lac de données, immédiatement via Direct Lake et avoir des rapports donc qui sont toujours à jour avec la dernière donnée, disponible. Sans problème normalement de performance. À voir après avec le futur, c'est, heu, c'est toujours après en conditions réelles qu'on se rend plus compte quand même du fonctionnement de la chose. Voilà, alors une nouvelle aussi, pardon, une grosse nouveauté, donc Git pour ceux qui ne le connaissent pas, Git c'est un gestionnaire de version, donc ça permet de comparer 2 versions, donc c'est principalement utilisé pour le code en lui-même. Donc vous avez une version de votre code, puis un autre développeur travaille, fait une nouvelle fonctionnalité, va envoyer sur Git et ça permet après de merger différentes versions ou de comparer, une nouvelle version et pourquoi il y a un bug et est-ce que c'est cette, ligne-là qui a changé. Le problème, c'est qu'avec le format de stockage des rapports, on ne savait pas faire. On ne savait pas comparer 2 rapports, et donc on stockait souvent version 1, version 2, version 3, mais pour revenir en arrière, en fait, on prenait une ancienne version parce qu'on ne pouvait pas comparer 2 rapports. Ce nouveau format de stockage, permet aujourd'hui, avec Power BI, d'utiliser Git et donc de comparer 2 rapports qui paraissent quand même normalement du être un modèle compilé, donc de pouvoir comparer les différences entre 2 rapports. Qu'est-ce que j'ai modifié dans mon rapport? Est-ce que j'ai, changé, tel ou tel composant? Est-ce que j'ai changé la requête qu'il y avait derrière et cetera? Et donc ça vous permet vraiment de comparer et de faire du versionning de rapports, ce qui jusqu'à aujourd'hui n'était pas possible. Et Heu, enfin, alors on arrive bientôt sur la fin, voilà, donc ça on est sur de la preview. J'ai d'accord. une petite vidéo juste derrière à vous présenter.
Mais grosso modo, donc Copilot, qui est donc le moteur d'intelligence artificielle de Fabric, enfin de Microsoft, et va être intégré à tous les moteurs de données et tous les modules de Fabric, donc sous forme d'intelligence artificielle, et il va être possible, logiquement, de parler à Copilot, de lui poser des questions en langage naturel, et bien avec une simple question, là je sais pas ce qui est écrit, décris-moi le rapport, enfin bon bref, on pose une question à Copilot en ayant fait une bonne description de ces données derrière, en disant telle donnée, telle donnée est reliée à telle autre chose, et bien avec quelques questions, Copilot est normalement censé pouvoir sortir un rapport comme celui qui est à gauche, automatiquement. Et il va être, alors on va le voir dans la vidéo juste après. Exactement, voilà. Donc en fait, alors oui, donc il y a Alexandre qui pose, je sais pas si on t'a entendu à distance. Donc oui, c'est OpenAI, et on va le voir dans la vidéo derrière, c'est qu'en fait, il y a aussi une possibilité de personnaliser l'OpenAI au modèle de son entreprise, pour que donc des personnes qui sont vraiment spécialisées dans l'intelligence artificielle puissent orienter le moteur d'intelligence d'OpenAI vraiment sur l'entreprise en question. On l'a vu sur un article, je ne sais pas s'il a été publié encore, mais on voit par exemple que dans différentes entreprises comme Carrefour par exemple, où ils ont utilisé un moteur d'intelligence artificielle pour faire un chat intelligence artificielle pour les courses. Et bien aujourd'hui, en fait, on peut spécialiser son, son moteur d'intelligence artificielle pour qu'il corresponde vraiment au métier auquel on veut s'orienter et sur lequel on veut s'orienter. Et donc, logiquement, Microsoft propose aussi donc de personnaliser OpenAI pour qu'il corresponde à l'entreprise en question. Et donc, je vais mettre le petit teaser de Microsoft Copilot en espérant donc, que ce que Microsoft annonce soit du, au niveau de ce qui est présenté. Donc voilà le petit teaser de Copilot, donc qui devrait être donc présent donc au niveau du reporting, mais au niveau donc aussi du code. Donc il peut, comme vous l'avez vu là à l'instant, donc aussi proposer des modèles de code. Donc comme Antoine me le demandait là quand j'avais coupé mon micro pendant la présentation, est-ce que le code est vraiment fiable par rapport aux questions? Aujourd'hui, j'ai pas la réponse, j'ai pas pu le tester. Normalement sortie de Copilot, 1er trimestre 2024. Donc on est vraiment sur de l'annonce et du preview. Fabric est disponible sur Azure. J'ai testé, je suis en train de me former dessus. Donc Fabric est disponible sur Azure, mais pas tous les modules.
C'est-à-dire qu'en fait, le copilot n'est pas présent. Alors, il est disponible, alors moi avec, le compte, Algofi, j'ai pu, ouvrir une version, d'essai de fabrique. Donc c'est une version qui est valable 60 jours, je crois renouvelable 60 jours, parce que là je l'ai renouvelé, récemment pour 60 jours et ça permet, pour ceux qui veulent de, éventuellement, se former. Il y a tout un programme de formation, sur Learn pour Microsoft, en pas à pas, où ils nous font, pas à pas créer, un lakehouse, ingérer de la donnée, donc ils ont stocké des fichiers sur GitLab et on va les chercher, on les ingère directement et ensuite on crée un rapport, on crée, différents, des notebooks, en Spark, et cetera. Enfin voilà, il y a tout un programme de formation qui dure une trentaine d'heures à peu près. Ça alors je ne sais pas du tout, c'est stocké dans du cloud, c'est du software as a service, mais derrière par contre je sais pas du tout encore c'est ah c'est Microsoft à fond. Je sais pas si on entend Alexandre. Attends, je vais te passer mon micro. Finalement, en tant que développeur, moi je vois cet outil en tant qu'utilisateur, c'est assez incroyable. Je pense que c'est génial. Mais en tant que développeur, est-ce que tu finis pas frustré? Parce que finalement, tu interviens comment sur cet outil? Toi, en tant qu'expert IT, tu te dis quoi? C'est faire du PySpark pour aller faire un peu plus de code, tu as besoin de développeurs Power BI peut-être pour aller faire de nouveaux rapports. Mais est-ce que là, tu décommissionnes finalement peut-être une dizaine d'outils, d'applications à faire maintenir et à faire évoluer pour un outil, cousu main, livré et finalement, est-ce que tu perds pas de moi je pense en tant que prestataire de service, est-ce que tu perds pas de l'emploi quoi de notre côté? Je rends le casque, pardon. Je reprends le micro, donc oui, effectivement, peut-être que certains métiers vont être amenés à évoluer. Heu, dans quel sens? Bah, je sais pas encore, hein. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est du preview, même déjà du big data et du data lake, on en voit encore relativement peu chez les clients, pour ma part. Après, je pense que nos métiers vont être amenés à évoluer, parce que, bah, aujourd'hui, je fais du SQL, je fais de la BI, donc j'aurai toujours du reporting à effectuer. On parle maintenant de plus en plus de self-service BI, donc mettre à disposition de la donnée au niveau des utilisateurs, mais que les utilisateurs fassent eux-mêmes leur rapport. Parce que là, aujourd'hui, c'est la plupart des utilisateurs métiers, on en voit chez les clients, savent faire du Power BI et manipuler leurs données. Ils savent où aller, après, ils font leurs graphes, ils n'ont pas besoin de nous pour faire leurs graphes. Donc nous, on va être là au niveau de l'optimisation, au niveau de la mise en place, au niveau du management de la donnée, donc de la sécurisation de la donnée, où est-ce qu'on va stocker la donnée, qui a droit d'accéder à la donnée. On est sur donc le management de la donnée, hein, centralisé, parce que ça va être aussi toute la problématique, c'est, qui peut accéder à quoi? Parce que vu qu'on a beaucoup de données, il va aussi falloir, que ce soit pas, open bar et ensuite aussi gérer tous les dictionnaires de données derrière. Parce qu'en fait, la donnée, si on veut qu'elle fonctionne avec de l'intelligence artificielle, à un moment donné, il faut qu'elle soit renseignée. Telle donnée correspond à telle information et va correspondre à tel type de langage. C'est-à-dire que OpenAI, il va pas savoir quel est ton client si tu lui dis pas: «Mon client, c'est telle information». Heu, il faut donc il y a tout un travail de mise en place. Donc je pense que c'est plus maintenant, un modèle d'architecture de données, de mise en place. Donc peut-être s'orienter aussi vers l'architecture, la mise en place de ces outils-là, avec, toute la gestion du projet. Parce que c'est la comment dire? La migration d'un gros client vers ce type de modèle de données va pas se faire en un jour. Parce que là, on est vraiment sur, un changement de la ah, il y a pas de limite, la limite, elle est au niveau de ton budget, parce qu'en fait, vu qu'on est au format SaaS, on est facturé à l'utilisation, donc au volume de données, et cetera. Ah, c'est forcément en SaaS. Donc on peut je pense, alors je sais pas, il faudrait que j'aille, ça c'est si quelqu'un, à distance a la réponse, je suis preneur, mais je pense que d'un point de vue, SaaS, il est possible d'installer Fabric sur un cloud privé.
je suppose. Sinon, il y a énormément surtout de nos clients, les banques, qui ont leur propre cloud privé, mais qui ne voudront jamais être sur un cloud public pour des problèmes de sécurité, etc. Donc, je pense que il doit y avoir des possibilités, peut-être à court terme, je ne sais pas, pour avoir une installation de Fabric au sein d'un cloud privé. Je ne sais pas s'il y a des questions à distance. Je voulais mettre la question. Oui, attends. Alors, les concurrents, aujourd'hui, en fait, on a quand même, il y a Informatica qui a sorti toute une solution aussi complète au niveau de l'intégration. Eux, ils sont des étés au niveau de l'intégration principalement. Aujourd'hui, Informatica a présenté au salon Big Data du mois de septembre sa solution aussi qui va donc de l'intégration jusqu'au reporting avec le management de la donnée. Voilà, donc, et une intelligence artificielle aussi associée. Alors, je n'ai pas regardé, j'étais un petit peu en retard sur le sujet, mais on a Snowflake qui est un gros acteur du big data. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font exactement? Est-ce qu'ils font que du stockage? Est-ce qu'ils font du reporting? Je ne sais pas. Mais il y a Snowflake est un gros acteur du big data au niveau de la mise en place de ces nouvelles structures, Lakehouse, Data Mesh, etc. Data Mesh, on y reviendra. Je pense que je referai un. Alto Studio, donc il y a Alexandre qui nous dit Alto Studio chez Amundi. Bon, voilà, donc à vérifier pour Alto Studio. Je ne sais pas si à distance vous avez des questions, des remarques, j'entends personne. Alto Studio, c'est autre chose encore. Ah, c'est qui parle? Désolé. C'est moi, c'est Toussaint Arnaud. C'est Toussaint, apparemment. Donc attends, je retranscris parce que ici on vous entend pas. Donc Toussaint me dit qu'Alto Studio c'est autre chose apparemment. Je suis assez ravi, Arnaud. Je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends Toussaint. Pour le versionning Git qui est intégré à Power BI, ça c'est une super nouvelle. Ça c'est très grosse nouvelle, oui, tout à fait. Tu as pu tester, voir ce que ça donne? Non, je n'ai pas pu tester. Je t'avoue, là, moi je me suis pour l'instant focusé sur la formation Microsoft. C'est en préparant le speed learning, parce que j'avais fait ma formation Microsoft Fabric. Je n'avais pas encore vu ça, et c'est en peaufinant et en creusant un peu les différentes fonctionnalités de Fabric, en préparant le speed learning, que je suis tombé sur cette fonctionnalité. Et c'est une grosse évolution du versionning du reporting, ouais, tout à fait. D'accord. Ce que tu fabriques, ça après tu m'arrêtes si je me trompe. J'ai l'impression que c'est quand même pas mal de briques qui existaient déjà chez Microsoft, qui ils ont donné du sens quelque part. Exactement. La plupart existaient déjà. Donc je retranscris pour la salle ici. Donc oui, en fait, Fabric, exactement. En fait, c'est principalement donc Synapse existait déjà sous Azure. Data Factory, je ne sais plus l'ancien nom, mais avec des évolutions, bien sûr. Mais voilà, avec des évolutions, évidemment. Mais en fait, tout a été regroupé en un seul et même software as a service pour centraliser vraiment le tout et qu'il y ait vraiment une cohérence entre les différents outils disponibles sur Azure. Et quand tu regardes l'outil, Arnaud, c'est la target en termes de clients, c'est les PME, c'est les grands groupes, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est les grands groupes, parce qu'on parle de big data. Donc pour moi, big data au niveau des PME aujourd'hui, non. Enfin, je vois pas encore de PME orientées big data. Peut-être, je me trompe, peut-être, hein, j'avoue. Mais les grands groupes, si on veut migrer vers ce type d'architecture, il va falloir y aller petit à petit. On peut pas faire ça du jour au lendemain et dire on casse tout et on recommence tout. Parce que le problème, c'est que les grands groupes sont déjà très avancés dans la gestion de leurs données et de leur business intelligence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas, ici ou à distance. Une dernière question de ma part, Arnaud, sur la migration. La société qui avait un data warehouse qui souhaite migrer
vers Microsoft Fabric, il y a un Oui. coût. Est-ce que c'est un coût important? Un coût à la fois financier et technologique. Je suppose que Alors, c'est un il va coût falloir. technologique, oui. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux, ton data warehouse peut être une de tes sources. Maintenant, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est interconnecter les deux dans un premier temps pour y aller pas à pas. C'est-à-dire que tu ne vas pas migrer tout ton système de données du jour au lendemain dans Fabric. Donc, ça va se passer par des POC, je pense, avec des flux de données qui sont relativement simples et fiables pour voir ce que ça donne. Et ensuite, valider ou non l'expérience et le stockage de la donnée et la migration des différents flux. Voilà, à voir après ce que ça va donner dans le futur. On le voit même au niveau des modèles d'intelligence artificielle, etc. Tout ce qui se disait au salon Big Data, je reprends encore l'expérience Carrefour avec leur moteur, leur assistant Hopla, je crois que ça s'appelle, pour faire ses courses. Ils ont choisi des cas d'usage simples à mettre en place, fiables, donc pas trop partis dans les, comment dire, dans des paramétrages excessifs pour faire du POC et voir ce que ça donne et s'il y a un intérêt à aller plus loin. Apparemment, oui, il y a un intérêt à aller plus loin, mais il faut commencer par du simple de toute façon. Il ne faut pas commencer par du très très complexe, sinon ça n'a aucun intérêt et ça va être un échec. ok, c'est clair. Bon, Je ne sais pas j'aurais si une on autre a question, d'autres. Arnaud. Oui. Peut-être sur le direct lake. Je t'avoue ne pas avoir compris la nuance entre direct query et direct lake. J'ai Alors en l'impression que fait, c'est la même donc chose. Direct Queries, en fait, alors je peux revenir sur la diapositive. Alors, je peux revenir plus en détail, je pense, avec plus de schémas et plus d'informations. Mais grosso modo, si tu vois, en fait, tu as pour Direct Query, tu as quand même une base de données intermédiaire. Tu as une couche de données intermédiaire. Cette couche de données, avec Direct Lake, tu la supprimes en fait. Et du coup, Donc tu requêtes sur quoi alors? ton cube se base directement sur ton data lake. Et en fait, c'est le fait de stocker. Alors, de ce que j'ai vu d'un point de vue technique, après, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail, hein, mais c'est le fait du stockage, alors des fichiers parquets, alors je ne connaissais pas non plus hein, jusque-là, hein, donc, pardon. Mais donc je reprends un petit peu mes différentes notes. Oui, les fichiers parquets, en fait, c'est des fichiers qui sont. Donc, c'est un nouveau format de stockage. Et c'est des fichiers qui sont stockés et compressés via un algorithme. Et cet algorithme est très proche de Power BI. Et donc, en fait, ça permet à Power BI directement d'attaquer ces fichiers sans avoir une couche intermédiaire qui est comme pour Direct Query ou le mode import. D'accord. Et en termes de performance, ça. Alors, ce qui est annoncé, c'est pareil, hein, comme je disais, on verra vraiment dans les cas d'usage avec des grosses volumétries de données. Mais ce qui est annoncé comme performance, c'est qu'en fait, on est sur la performance du mode import, donc vraiment le top, mais une fraîcheur de données du mode direct query. D'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est donc, comme je le disais, hein, principalement sur du preview et en tout cas, même si Fabric est disponible dans Azure, euh, on ne peut pas dire qu'il soit déjà implémenté à grande échelle chez de grands clients. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Donc, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore de retour d'expérience sur Fabric avec des gros niveaux des grosses volumétries. Mais ça semble prometteur. C'est disponible depuis quand, Fabrice? À mai, je crois, de mémoire. Et Donc, avec une évolution des différents modules jusqu'à Q1 2024 en prévision. Donc typiquement, l'implémentation de Copilot au niveau des différentes briques, que ce soit Data Factory, Power BI, etc. Le nouveau
Je l'ai plus, l'autre module là, qui était même pas dans le. Je reprends mes slides. Pardon. Je reprends vite fait mes slides. Je vais essayer. Non, je vais essayer de revenir en arrière comme ça. Je suis désolé. Toc. Oui, on y était là. Mince. J'ai été trop loin. Hop. Donc Fabric, voilà, comme je l'ai présenté là, donc ça c'était un slide qui date d'il y a un mois ou deux. Donc on s'arrêtait à Power BI. Et en fait, ils ont rajouté une nouvelle brique. Donc on était à 6 briques, maintenant il y en a 7. Alors j'ai pas pris le tout dernier. Et donc la septième brique, je la liste quand même dans mon truc, voilà, qui est Data Activator. Donc Data Activator, c'est pareil, on est en mode preview, hein, à ce qui est promis, à voir ce qui va être fait, c'est pas encore disponible, va permettre donc de grosso modo prévoir un petit peu, alors, si j'ai bien compris, comme des triggers, hein, grosso modo, au niveau de tes données, donc des conditions détectées au niveau de tes données ou différents modèles de données, des patterns, des choses comme ça, et pouvoir lancer automatiquement des actions en no-code. Alors, comment ça va se passer exactement, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu, malheureusement, mais c'est un nouveau module qui va se plugger. Et donc, si on a des nouveaux modules qui arrivent comme ça veut dire que potentiellement, dans le futur, on peut aussi avoir d'autres modules, d'autres workloads qui viennent s'ajouter et se plugger au One Lake central. Donc, je pense qu'ils ont créé un modèle avec ce One Lake central qui permet d'ajouter des fonctionnalités beaucoup plus facilement plutôt que de créer des nouveaux softwares à chaque fois. Donc voilà pour ce que je peux dire aujourd'hui Une dernière sur question, Fabric. Arnaud. Voilà, oui, bien sûr. Sur Azure, c'est une offre globale où tu peux prendre brique par brique? Non, tu prends Fabric. D'accord. Avec Fabric, tu as accès à tous les Avec Fabric, tous ces modules. tu as accès à tout. En fait, alors de mémoire, quand j'ai activé mon Fabric, grosso modo, c'était une licence Power BI Premium, je crois, un truc comme ça. Je connais pas bien les licences Azure, mais c'était très lié avec Power BI jusqu'à présent. Mais non, c'est une licence Fabric, donc qui permet d'accéder à tous les modules de Fabric. On n'est pas limité. Quand on a Fabric, on a accès à Data Factory, aux différents Synapse, Machine Learning, Power BI, etc. Et tu payes à la consommation? C'est un abonnement mensuel? C'est quoi, tu sais? Je suppose. Je ne sais pas. Là, par contre, j'ai pas la réponse. Mais je suppose, alors je ne sais pas si dans les connectés, il y a des gens qui sont très très axés Azure, mais les software as a service, je pense qu'on paye à la consommation et à l'utilisation, hein. Arnaud, j'ai l'impression qu'il Oui. n'y a plus de questions. Bon. Plus de questions ici non plus. Là, tout ça a été sur sa dernière question, mais non, c'est bon. C'était très complet, Arnaud. Et je suis content que ça vous ait plu, c'est bien, c'est principal. Merci à vous. Merci à vous d'être là.